Bienvenue dans un nouvel épisode du Journal d'un dirigeant. Aujourd'hui, on va parler de l'intérêt ou pas d'avoir des conseillers. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on a besoin d'un conseiller? Je t'ai souvent parlé de mon système mental. Ce système qui me permet de prendre des bonnes décisions dans mes business et dans ma vie en général. Un système que je fais évoluer régulièrement pour être sûr qu'il reste adapté à la situation. Ce système qui est un petit peu le centre névralgique de mes décisions. Est-ce qu'avoir ce système mental m'exonère de consulter mes conseillers? Eh bien, pas du tout. Au contraire, je pense que c'est absolument indispensable quand on a des responsabilités, que ce soit celles de dirigeant ou de manager, c'est absolument indispensable d'avoir des conseillers autour de soi. D'ailleurs, je profite de cette période plus calme. Tu vois, là, je suis au bureau, mais l'activité est très lente. J'ai fermé les volets parce qu'il fait vraiment très chaud. Et donc, je profite de cette période plus calme pour consulter mes conseillers parce que en ce moment, donc vacances d'été, c'est le meilleur moyen de préparer efficacement la dernière ligne droite de l'année. Dans quelques semaines, l'activité va reprendre et je veux être sûr d'être sur la bonne route au moment où je ferai ça. Alors, premièrement, que m'apportent mes conseillers? En fait, ils vont m'apporter 1, 2, 3, 4, 5 choses. La première chose qu'ils vont m'apporter, c'est qu'ils vont m'obliger à structurer ma réflexion. Tu sais que, et j'en parle souvent, j'écris pas mal, j'ai un petit journal que je tiens, parce que ça me permet d'avoir un petit peu du recul sur ce que je fais, ça m'oblige un petit peu à structurer mon action et ma réflexion. Mais l'exercice, il va être encore plus puissant, cet exercice d'écriture ou cet exercice d'expression, il va être encore plus puissant quand tu dois le diriger vers quelqu'un d'autre. Ça va t'obliger à structurer ce que tu dis, à le clarifier, et donc rien que le fait de devoir en parler à quelqu'un, même si avec cette personne tu prendras aucune décision tout de suite, ça va t'obliger à affiner ta réflexion. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, j'avais demandé aux abonnés des mails privés. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, il y a un lien en descriptif. Je leur avais demandé une simple question. J'avais dit « Comment vas-tu » Et là, j'avais eu plein de réponses de votre part. Merci pour ceux qui ont répondu. Et quasiment à l'unanimité, vous avez dit que cet exercice vous avait fait du bien. Pourtant, c'est une simple question. Comment vas-tu? Mais je pense que le fait de devoir vous arrêter pour me répondre, ça vous a obligé de regarder en face ce qui était en train de se passer, ce qui était bien, ce qui était mal, etc. Ça vous a obligé à faire un bilan, mais pas juste un bilan comme on fait pour soi-même, un bilan comme on fait pour quelqu'un d'autre. Et c'est pas tout à fait la même chose. Donc, vraiment premier avantage d'avoir un conseiller, c'est que ça va vous obliger à structurer votre réflexion. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup de ce côté-là. Ensuite, moi, ça m'aide aussi à évacuer le mauvais stress. Vous savez, il y a le bon stress et le mauvais stress. Le bon stress, c'est celui qui te fait t'améliorer. Le mauvais stress, c'est celui qui te fait angoisser pour rien. Et quand tu rencontres un conseiller, en fait, tu es obligé de changer de temps et de distance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Changer de temps, ça veut dire que tu vas être obligé de ralentir le rythme effréné que tu as peut-être dans le cadre de ton business. Et c'est toujours positif de faire ça parce que ça permet de relativiser. Et la deuxième notion, c'est la notion de distance. Ça va t'obliger à regarder les choses de l'extérieur et de loin. Et donc, ça va te permettre de... Alors, qu'est-ce que ça me permet à moi? Ça va me permettre, de rester zen par rapport à ce que j'appelle les péripéties du quotidien. En général, quand on fait cet exercice, et surtout quand on le fait avec quelqu'un d'autre, où on va du coup s'obliger à tout lui expliquer, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on vit, c'est... Oui, c'est stressant, mais c'est pas si grave que ça, c'est quotidien. Ensuite, ça va me permettre d'accepter les imperfections du court terme. En effet, peut-être que les choses aujourd'hui sont pas comme tu voudrais, mais ce qui est important, c'est que tu avances dans la bonne direction. Et donc, troisièmement, ça va te permettre de garder ton cap. En tout cas, moi, ça me permet de prendre ce recul-là et de relativiser, de pas oublier que je joue sur le long terme, que mon but, c'est pas de réussir tout de suite, mon but, c'est réussir durablement et de la bonne manière. Et donc, ça évacue le mauvais stress, celui qui pourrait te faire prendre de mauvaises décisions. Je
Je reviendrai sur les décisions un peu plus tard. Troisième avantage pour moi d'avoir un conseiller, ça va m'obliger à une certaine continuité stratégique. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'un bon conseiller, il va quelque part m'obliger à avoir une certaine cohérence. Je ne peux pas lui dire en juin que mon objectif c'est X, puis en juillet prendre une décision qui m'éloigne de cet objectif, lui dire tiens je pense que je vais faire ça. Non, un conseiller, puisqu'il me voit, il ne vit pas le quotidien avec moi, il va avoir une meilleure notion de la cohérence de ce que je fais. Il va se dire, bah, c'est bizarre, il y a un mois, il m'a dit ça, et là, il me dit le contraire. Et donc, encore une fois, avoir un conseiller, ça t'oblige à jouer long terme et à rester sur la route. C'est ce que j'appelle la continuité stratégique. Parce que souvent, on s'en rend pas compte. Nous, on est dans notre tête, on est dans notre quotidien, on a des réflexions qui partent dans tous les sens, et puis on prend des décisions à droite, gauche, etc., qui sont pas forcément judicieuse d'abord, et surtout pas compréhensible de l'extérieur. On ne comprend pas pourquoi cette décision a été prise. Ensuite, autre avantage, ça me permet justement de prendre de meilleures décisions. En fait, les mauvaises décisions, ce sont les décisions que tu vas prendre sous le coup de l'émotion. C'est les décisions que tu vas prendre un peu dans le feu de l'action. Les bonnes décisions, c'est celles que tu vas avoir mûries avant de les prendre. Et donc, comme ton conseiller, tu le vois pas tous les jours, et que tu veux quand même lui parler des grandes décisions que tu vas prendre, tu vas devoir les différer un petit peu, ces décisions. C'est-à-dire qu'elles vont avoir le temps de mûrir avant que tu lui en parles. Et puis, au moment où tu vas en parler, tu pourras mettre tes émotions de côté, puisque justement, tu auras mûri ta décision. Et donc, avec des conseillers, j'ai l'impression de prendre des décisions rationnelles. Alors après, prendre une décision, ça suffit pas. D'où mon 5e point, avoir un conseiller, ça m'oblige à passer à l'action. Je veux dire, il n'y a personne d'autre qui peut vraiment m'obliger à passer à l'action, puisque je suis le dirigeant. Et donc, je peux m'amuser dans mon journal ou dans mon imaginaire tant que je veux avec toutes les hypothèses, et d'ailleurs c'est fait pour ça, l'imaginaire et le journal. Je peux m'amuser à tout envisager, de dire tiens, si je faisais ça, il se passerait peut-être ça, et puis ça, etc., etc. Je peux aller très loin, je dirais, dans l'élucubration intellectuelle, pour le dire poliment, sans jamais passer à l'action. Avec un bon conseiller, ça tu peux pas faire. Parce que un bon conseiller, tu vas te sentir redevable de passer à l'action. C'est une personne envers qui, quelque part, tu t'engages à, quand vous avez pris une décision, tu t'engages à passer à l'action. Ou en tout cas, si, entre les fois où tu le vois, tu n'es pas passé à l'action, tu vas devoir expliquer pourquoi. Donc, 5 points, 5 avantages pour moi d'avoir des conseillers. Peut-être t'en auras plus, n'hésite pas à échanger. Premier point, ça oblige à structurer la réflexion. Deuxième point, ça permet d'évacuer le mauvais stress. Troisième point, 1, 2, 3. Troisième point, ça t'oblige à une certaine continuité stratégique. Quatrième point, ça permet de prendre de meilleures décisions. Cinquième point, ça oblige quelque part à passer à l'action. Deuxième partie, comment je vais choisir mes conseillers? Alors, d'abord, je vais les choisir. À chaque fois, c'est des couples que je vais te donner, des couples de qualité. Le premier couple de qualité pour un bon conseiller, c'est d'être à la fois proche et différent. Proche pour qu'on se comprenne, et différent pour qu'il m'apporte des nouvelles perspectives. Parce que s'il est exactement comme moi, il sert à rien. Mais en même temps, s'il est trop loin de mes valeurs et de ma philosophie, il sert à rien aussi. C'est-à-dire que il faut qu'il comprenne, et il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde que tous les deux, que moi, voilà, j'essaye de manager en étant éthique. Mais que j'ai besoin qu'il y ait des résultats au moins à long terme, et si possible à court terme et à long terme. Un tas de choses qui font partie de mon système mental et qu'on doit partager. Ça ne veut pas dire qu'il aura exactement mon système mental, ça veut dire qu'il doit comprendre et respecter mon système mental. Mais par contre, il faut qu'il ait une expérience, une expertise différente des miennes, un quotidien différent du mien, sinon ça ne sert à rien. Deuxième couple de qualité, il faut qu'il soit à la fois extérieur et indépendant. Mes conseillers sont extérieurs à mes entreprises. Pourquoi? Parce que comme ça, ils ne sont pas impactés par mes décisions. Et comme ils ne sont pas impactés par mes décisions, je suis moins impacté par les décisions, eh bien, ils vont viser que mon bénéfice. Ils ne vont pas me conseiller pour leur propre bénéfice. Ils vont me conseiller pour mon propre bénéfice.
Ils sont pas non plus, comme moi, pollués par les péripéties du quotidien. Je le disais tout à l'heure. Et ils sont indépendants. C'est-à-dire que leur modèle mental n'est pas le mien. Et donc, ça permet de mettre à jour mon modèle mental au fur et à mesure que j'échange avec eux. Troisième couple de qualités, ils doivent être expérimentés, c'est-à-dire avoir de l'expérience, et experts, c'est-à-dire avoir de l'expertise. J'en ai déjà parlé sur ce podcast. Je t'ai déjà dit comment savoir si tu dois accepter ou pas une critique quand quelqu'un te critique, un client, un ami, un professionnel. Bon, bah, moi, la règle, c'est que je n'accepte des critiques que des personnes auprès desquelles je serai prêt à prendre des conseils. La personne qui critique, mais qui est pas, en laquelle j'ai pas de confiance pour me donner des conseils, je n'accepte pas sa critique. Or, en France, on adore avoir un avis sur tout. Et moi, personnellement, je n'ai rien à faire des critiques des gens qui ne sont pas experts dans leur domaine. Donc, mes conseils sont tous experts et expérimentés. Experts, ça veut dire qu'ils ont creusé le sujet au niveau théorique. Expérimentés, ça veut dire qu'ils ont pu le voir à l'œuvre, ils ont pu être skin in the game avec cette expertise, et c'est pas juste un truc sorti d'un bouquin ou de leurs études, et donc ils sont experts et expérimentés dans le domaine où je les interroge. Et je dis bien, dans le domaine où je les interroge, je me méfie des experts en tout, je crois que ça n'existe pas. Ensuite, il faut qu'ils soient enthousiastes et ouverts, c'est-à-dire que moi je choisis que des conseillers qui me font ressentir leur enthousiasme. Il faut que je sente la passion, en fait. Il faut que je sente qu'ils sont passionnés par leur domaine. D'une part, parce que c'est vraiment plus agréable de bosser avec des gens passionnés, franchement. Et d'autre part, parce qu'en général, les gens passionnés, en fait, ils sont souvent à la pointe de leur expertise. C'est-à-dire qu'ils fouillent, c'est des passionnés. Je veux dire, ils laissent jamais tomber le sujet. Même à la retraite, ils continuent à le travailler et ils continuent à être avec les nouvelles tendances. Donc, enthousiastes et ouverts à la fois. Et ouvert aussi, ça veut dire faut qu'ils aient une certaine souplesse. C'est-à-dire que moi, je voudrais avoir des conseillers qui soient capables aussi de se rallier à mon avis quand j'ai raison. Parce que, selon les circonstances, eh bien, ils peuvent avoir tort. Ils peuvent dire, et c'est déjà arrivé, bah non, t'as raison, en fait, je t'avais conseillé ça, mais ça, c'est comme moi j'aurais fait. Toi, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut que tu fasses. Donc, ça, quand ils me disent ça, ça prouve leur ouverture et leur capacité à s'adapter à mon cas particulier. Parce que s'ils ne peuvent pas s'adapter à mon cas particulier, il y a un problème. Ensuite, il faut qu'ils soient pédagogiques et empathiques. Alors justement, empathiques pour pouvoir s'adapter. Et pédagogiques parce que je déteste les experts que je ne comprends pas, en fait. Ça, je vais dire un cliché, mais si mon conseiller n'est pas capable de m'expliquer les choses comme à un enfant de 12 ans, comme on dit dans les films américains, eh ben je passe mon tour et je cherche ailleurs. Parce que ça, en général, c'est vraiment pas les meilleurs. Et même si c'est les meilleurs, s'ils sont pas capables de transmettre et de t'expliquer la théorie qui sous-tend ce qu'ils sont en train de te dire, ils sont inutiles. Et donc l'empathie, je l'ai dit tout à l'heure, ils doivent être capables de se mettre à ma place pour me comprendre. Parce qu'un conseil qui est pas donné dans le contexte qui m'intéresse, eh ben ça me fait perdre du temps. Moi, je veux des conseils qui me concernent, pas des conseils qui concernent tout le monde, parce que ce seront forcément de mauvais conseils. Et enfin, dernière caractéristique, dernier couple de caractéristiques, il faut qu'il soit bienveillant, exigeant. En fait, je prends pas un conseiller pour qu'il me brosse dans le sens du poil. Je prends un conseiller parce qu'il est capable de me challenger en toute bienveillance, évidemment. Et donc, c'est vraiment important que mon conseiller soit rompu à la technique du feedback. Du style qu'il soit capable de me dire, par exemple, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, bah, je comprends pas. Quand en juin, tu me dis que ton objectif c'est ça, et qu'en juillet, tu me dis que tu fais ceci, et bah, là, je me dis qu'il faut qu'on parle de ton indécision sur le sujet. Il y a un problème. Et en fait, ça va permettre de remettre en question ce que je suis en train de faire. Et donc pour ça, bah oui, il faut qu'il soit exigeant, il ne faut pas qu'il soit que bienveillant, il ne faut pas qu'il aille que dans mon sens. D'ailleurs, la bienveillance, je vais pas refaire tout un paragraphe là-dessus, mais la bienveillance, c'est pas de dire oui à tout. La bienveillance, au contraire, c'est d'être capable de dire non et de l'expliquer dans le contexte de la personne. Et je le disais, donc ce mélange de bienveillance et d'exigence, ça va permettre que je me sente redevable
en face de ces experts. Il n'y a pas que leur expertise, il n'y a pas que le fait que ce soit des gens très pointus dans leur domaine qui va faire que je suis redevable. Il faut que je sente aussi qu'ils aient envie, qu'ils aient une bienveillance et une certaine exigence, parce qu'en fait, ils ont envie que je réussisse. Il faut que je sente aussi cette chose-là. Donc, je te résume, c'est quoi les caractéristiques pour moi des bons conseillers? C'est qu'il faut qu'ils soient proches et différents. Il faut qu'ils soient extérieurs et indépendants. Il faut qu'ils soient expérimentés et experts. Il faut qu'ils soient enthousiastes et ouverts. Il faut qu'ils soient pédagogiques et empathiques. Et il faut qu'ils soient bienveillants et exigeants. Une fois qu'ils cochent toutes ces cases-là, alors ils vont m'apporter ce dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, finalement, un conseiller, ça va être un accélérateur. En fait, quand j'utilise les bons conseillers, en fait, je vois que c'est ça qui me fait avancer le plus vite vers mes objectifs. Leur expérience cumulée, elle va aussi m'éviter les pires écueils. C'est-à-dire que, en général, s'ils sont expérimentés, les conneries, ils les ont déjà faites avant toi, et donc ils vont savoir te dire non, fais pas ça, parce que si tu fais ça, tu vas perdre du temps. Et c'est aussi des gens qui vont être capables de te donner tous les raccourcis pour aller plus vite, mais plus vite dans le sens plus vite vers ton objectif à long terme, pas plus vite pour obtenir des choses à court terme. Et puis enfin, les conseillers te permettent, c'est un accélérateur aussi parce qu'ils te rendent indépendant de ton environnement proche, et en général, ton environnement proche, il va être prudent et conservateur. Il va être rarement dans le changement, etc., etc. Souvent, va falloir aller chercher les idées du changement à l'extérieur de ton environnement proche. Donc, je te le disais, en ce moment, je travaille sur la dernière partie de l'année, puisque je prends pas de vacances en été, tu le sais, je les prends plus tard à cause de l'activité. On a racheté un restaurant avec ma compagne, donc c'est la saison forte. Eh bien, j'en profite pour faire le point sur le semestre écoulé, je relis mes objectifs, et en fait, à ce moment-là, je prépare mes discussions avec mes conseillers. Et donc, je vais me poser des questions du style, c'est quoi la situation actuellement par rapport à mon objectif? Qu'est-ce qui s'est passé de bien et de moins bien sur le dernier semestre? Je suis dans quel état d'esprit? Qu'est-ce que je veux davantage? Qu'est-ce que je veux moins? Etc., etc. Et donc, en fait, pour répondre à la question, est-ce que tu as besoin d'un conseiller? Oui. J'ai même pas besoin de te poser la question. Je sais que c'est le moment, pour toi, pour tout le monde, avant la reprise du quotidien, de faire le point, de connaître ton plan d'action. Il reste un quadrimestre à cette année, c'est-à-dire 4 mois, ça fait 33% de l'année, et donc c'est de quoi réussir ou planter ton année 4 mois. C'est vraiment, quel que soit le trend, s'il est très très bon, il faut le prolonger, s'il n'est pas très bon, il faut le rattraper. Et donc j'ai pas besoin de me poser la question, parce que je connais la réponse. Quand vous avez répondu à mon mail « Comment vas-tu ?», vous avez été unanime, je le disais tout à l'heure, sur le fait que cet exercice vous a vraiment fait du bien. Et puis j'ai l'expérience du ciel, c'est-à-dire que dans le ciel, on accueille des chefs d'entreprise et des dirigeants, et ce qu'on nous dit très très souvent quand on a ces discussions dans le ciel, parce que quelque part les groupes de pairs, ça peut être assimilé à un groupe de conseillers, puisque en fait le principe d'un groupe de pairs, c'est tu te poses des questions, et les personnes qui sont autour de toi, ce sont des gens qui ont de l'expérience, de l'expertise, c'est-à-dire des chefs d'entreprise comme toi et moi. C'est animé par un coach pour que ce soit cohérent. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas les personnes de ton cercle habituel. Et donc, ce que vous dites tous, c'est que ça fait énormément de bien de pouvoir déjà parler de vos problèmes ou de vos sujets en dehors du cercle habituel, mais avec des gens qui partagent vos valeurs. Tout à l'heure, je disais, si on n'a pas les mêmes valeurs, on n'aura pas les bonnes réponses. Mais donc, il faut qu'ils soient différents, c'est-à-dire en dehors du cercle habituel, avec les mêmes valeurs. Et en fait, ce que ça veut dire tout ça, c'est que oui, quand on a un poste à responsabilité, eh bien, tout simplement, il faut être capable de sortir de soi-même pour trouver des solutions. Les solutions, on les trouve en général pas soi-même. On les trouve en dehors de soi-même. D'ailleurs, quand j'ai posé cette question auquel vous avez répondu tous dans les mails privés, j'ai été assez frustré. C'est-à-dire que j'ai été hyper intéressé par vos réponses, mais j'étais frustré de ne pas pouvoir en parler avec chacun et avec chacune, de ne pas pouvoir donner un conseil, je dirais, spécifique à chaque fois, parce qu'il y avait le volume, etc. Et j'en ai parlé à l'équipe, et on a pris une décision. C'est-à-dire qu'on va tenter un truc qu'on n'a jamais fait. C'est-à-dire qu'on va reposer cette question, et cette fois, on va essayer d'apporter
une réponse spécifique et je dirais bien précise à vos questions. Ça va se passer dans les mails privés. Évidemment, pour pouvoir y avoir accès, il faut que tu t'inscrives au mail privé. Donc, il y a un lien en descriptif pour faire ça. En attendant, je te souhaite une excellente fin de vacances et un très bon démarrage dans quelques semaines. À bientôt. Salut.